Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Bienvenue à tous, merci de la fidélité, surtout merci pour cette édition spéciale. On parle beaucoup de la gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo, programme phare du président Tshisekedi. Nous sommes quasi à la fin de l'an 2022. Qu'est-ce qui a été fait justement dans ces secteurs? Combien d'écoles, combien d'enfants fréquentent aujourd'hui? Quels sont les vrais chiffres? Est-ce que réellement les écoles ont obtenu des frais de fonctionnement? Est-ce qu'il y a un peu de surenchère dans tout cela? Et quelles sont les retombées de cette politique de gratuité sur les ménages, mais également les territoires de la RDC? Le ministre fait-il campagne déjà en vue de 2023 pour à la fois aller amadouer les électeurs futurs de Félix Tshisekedi? Voilà, des questions que nous allons aborder aujourd'hui avec le titulaire de ces grands ministères de l'EPST, Tony Mwaba. Bienvenue. Merci. D'abord, c'est un plaisir de retrouver les ministres dont on parle énormément ici au Congo. Vous êtes au centre de ces programmes phares de la gratuité de l'enseignement. Le président Tshisekedi ne rate pas une occasion. Lorsqu'on lui pose une question sur son bilan, il commence par la gratuité de l'enseignement. Ensuite, il dit, oui, c'est peut-être pas l'idéal, mais nous avons commencé. Il donne parfois des chiffres sur des enfants qui ont repris l'école, sur les enseignants qu'on paye maintenant, les mécanisés et tout ça. Vous-même, beaucoup de sorties à travers la République. Où est-ce que vous en êtes, vous, personnellement, avec ces ministères? Et beaucoup de polémiques qui intéressent beaucoup de gens, les PST. Où est-ce que vous en êtes? Tenez-moi. Bon, je voudrais commencer par vous remercier pour cette invitation qui me permet justement de parler d'un sous-secteur de l'éducation, le secteur de l'enseignement. Le secteur de l'éducation est compartimenté. Je ne parlerai que de mon sous-secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Ça coïncide avec la fin de l'année et aussi la veille de l'année électorale. C'est tout à fait normal qu'à une période comme celle-ci, nous puissions présenter les bilans et rendre compte. Nous sommes en train de traduire et matérialiser la vision du chef de l'État dans la mise en œuvre d'une grande réforme qui touche également le social, parce qu'on pense que le social, c'est toujours l'impiodi. Et donc, il faut matérialiser cela et que le travail qui nous a été confié est énorme. C'est tout à fait normal que l'on puisse parler de nous à tout moment, du ministère et aussi de la gratuité. Au début, lorsque Willy Bakonga était à votre place, il y avait de l'espoir. Les gens pensaient que c'était une réforme qui allait révolutionner les enfants qui étaient à l'école, mais qui n'y allaient plus parce qu'il n'y avait pas de classes, il n'y avait pas de frais de fonctionnement, il n'y avait pas d'enseignants qui étaient mécanisés. Il est parti, il avait déjà commencé à faire un certain nombre de choses. Vous êtes arrivé, enfant maison, c'est comme ça qu'on vous appelait, fils Tshisekedi, ou fils UDPS. Vous étiez en quelque sorte l'homme qui empêchait les choses de tourner en rond. Vous avez attaqué quasiment et les catholiques, et les écoles privées, et les gens qui résistaient contre la gratuité. Est-ce qu'aujourd'hui, Tony Mwaba est un ministre content
Tony Mwaba n'est qu'un simple serviteur, un instrument par lequel le chef de l'État veut matérialiser sa vision dans mon sous-secteur. Et s'il y a une question qui concerne la satisfaction, je crois que c'est à celui qui m'a placé là où je me retrouve en ce moment, qui doit évaluer mes actions, évaluer les degrés de matérialisation de la réforme que lui a pris le courage de décréter sur la gratuité. Et enfin, c'est à lui seul de pouvoir apprécier, juger et donner la cotation. Moi je suis un homme de fait. Oui. Il y a un tableau qui est devant moi. Je sais que il y a quelques temps, nous avons fait une émission ensemble. Vous nous avez présenté un tableau, n'est-ce pas? Nous sommes à fin 2022. J'aimerais, moi, sur base des chiffres qui ne risqueraient pas d'être démentis, parce qu'on est très suivi. Hein. D'ailleurs, par ceux qui s'intéressent beaucoup à ces secteurs de l'enseignement et surtout pour la scolarité de nos enfants. Sur ces tableaux, qu'est-ce qui a changé depuis janvier 2022 à décembre 2022? Qu'avez-vous fait concrètement? Des élèves, des enseignants et surtout des établissements qui accueillent les deux. Merci beaucoup, M. Jean-Marie, de la question. Elle est très pertinente. Nous avons, au niveau de notre ministère, présenté les choses dans un tableau chiffré. C'est vraiment un tableau statistique qui montre la situation avant la gratuité et la situation après la mise en œuvre de la gratuité. Le tableau est intitulé « Tableau évolutif des mesures d'appui à la gratuité ». Parce qu'il faut éviter la confusion. La question du nombre d'écoles, la question des salaires des enseignants, la question des frais de fonctionnement, ça n'a rien à voir avec la gratuité. Ce n'est pas ça la gratuité. Quand un enseignant mange mal, est mal nourri, mal payé, ce n'est pas ça la gratuité. La réforme de la gratuité de l'enseignement est une réforme constitutionnelle. La Constitution, c'est un grand contrat social, c'est ce qu'a voulu tous les peuples. Parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres forces obscures qui combattent la gratuité. Ils pensent que c'est une question personnelle du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Non, c'est une réforme d'un pays parce que c'est inscrit dans la Constitution. Donc, celui qui combat la gratuité combat les pays, combat tout le peuple congolais en général. Et donc, il n'est pas différent et du Rwanda et du M23. Vous culpabilisez les gens. La gratuité, oui. Elle est simple. Quand on parle de gratuité, ça fait allusion à la suppression de tous les frais, quelle que soit leur nature, au niveau primaire. C'est-à-dire, avant la gratuité, il y avait les élèves qui payaient les minervales, qui payaient les frais scolaires, qui payaient un tas de frais que même certains chefs d'établissement inventaient. Alors, quand on décrète la gratuité signifie la suppression de tous ces frais. La conséquence, au niveau primaire, parce que la gratuité est primaire, il faut le dire, c'est ce que dit la Constitution. Souvent, il y a un abus de langage, on parle de gratuité de l'enseignement de base. Non, c'est pas l'enseignement de base a une autre implication. Donc, ce n'est pas secondaire. La gratuité, elle est primaire. De première année en 6e primaire. Voilà la sphère de la gratuité. Alors, quand on dit la suppression, c'est que quand vous amenez un enfant à l'école primaire, de la première année jusqu'en 6e, cet enfant ne paiera rien. Les parents de cet enfant ne débourseront aucun frais, à part envoyer l'enfant à l'école avec les cartables, les cahiers, peut-être les manuels, il peut en avoir encore. Pendant la gratuité, il y a toujours des promotions, des manuels qu'on distribue. De la première année en 6e, l'enfant ne paye rien et c'est ça la gratuité. Et ça, alors, ça c'est fonctionnel, ça. Et c'est ça, la gratuité, c'est fonctionnel. Et même opérationnel aujourd'hui, il n'y a pas de débat là-dessus. Okay, alors maintenant, la mesure de la gratuité doit être encadrée par un certain nombre de mesures. Parce que décréter l'école primaire gratuite engendre un certain nombre de conséquences. Oui. Il y a des aspects positifs
et des aspects négatifs. Du côté positif de la mesure de la gratuité, nous avons un bon nombre d'enfants qui étaient exclus du parcours scolaire à cause des frais. Les parents n'étaient pas capables de supporter les frais de leurs enfants pour leur scolarité et du coup, ils se sont retrouvés en dehors du système scolaire. Oui. Alors, maintenant, la gratuité fait que tous ces enfants-là qui étaient exclus retournent maintenant dans le système. Ça, c'est un effet positif. Un autre effet positif, oui. Un parent qui a 5, 4, 6, 7, 8 enfants au niveau primaire, il ne payera rien. Alors, tous les frais qu'il était censé payer pour ces enfants-là, il économise, il peut investir dans autre chose. Mais la mesure de la gratuité a aussi produit des effets négatifs, ce qu'on appelle des effets induits. Surpeuplement des élèves dans les salles de classe, on n'étudie pas dans de bonnes conditions, ça affecte la qualité. Vous avez maintenant aujourd'hui, on a supprimé le système de prise en charge des enseignants par les parents. Comme les parents ne payent rien, l'État récupère ses responsabilités. Et donc, c'est une situation qui datait déjà avant. La gratuité ne date pas d'aujourd'hui. C'est déjà à l'époque coloniale, il y avait la gratuité. C'était juste suspendu à cause des difficultés que l'État connaissait. Donc maintenant, lorsque on décrète la gratuité, il y a un certain nombre de conséquences. Quand vous prenez en charge les enseignants, maintenant, il faut les payer. Il faut payer, donner les frais de fonctionnement aux écoles. C'est tout ce qu'on appelle les mesures d'appui à la gratuité. D'autres appelleraient ça les mesures d'accompagnement de la gratuité. Alors, ces tableaux illustrent parfaitement l'évolution des mesures d'appui à la gratuité, des mesures d'encadrement de cette gratuité-là. Parce que ce n'est pas une gratuité sauvage. On a décrété la gratuité, mais maintenant, il faut veiller sur un certain nombre de variables pour que cette gratuité ne vienne pas tuer la qualité. Alors, vous avez par exemple, en termes de nombre d'écoles payées, avant que la mesure de la gratuité ne soit décrétée, il y avait au moins 41 739 écoles qui étaient prises en charge par l'État. Avec la mesure de la gratuité, nous sommes passés de 41 000 à 64 889 écoles. Donc, de 23 150 écoles ont été mécanisées et payées depuis 2019. Ici, 64 889, il y a 23 150 écoles prises en charge depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, 2022. D'une manière constante, il y a 2 mois où vous payez, d'autres mois où vous payez pas. D'ailleurs, peut-être déjà en janvier, il y a d'autres écoles qui seront mécanisées. Ces tableaux, nous les mettons à jour. C'est évolutif, comme c'est indiqué. À chaque fois que nous posons une action, on assure la mise à jour du tableau. Donc, il y a une évolution de 55%. Vous avez le nombre d'élèves dans les écoles primaires publiques. Rien que primaire. Avant la gratuité, vous avez dans les écoles 14 millions d'enfants. Aujourd'hui, vous êtes à 20 millions, près de 21 millions. Donc, on a un accroissement de près de 7 millions d'enfants qui retournent dans les parcours scolaires. Donc, aujourd'hui, on a pu récupérer au moins 6 121 928 enfants qui étaient privés de la scolarité. Ce sont les mesures, voilà les bienfaits de la gratuité. Et si vous trouvez quelqu'un, même pour des raisons politiques, on combat la gratuité, là, il y a un problème. Il y a un problème, même un problème spirituel. Alors, vous avez le nombre d'écoles construites par l'État. Parce qu'on a dit, mais les écoles, vous les construisez où? Oui, c'est la question que je vais poser. Aujourd'hui, mais effectivement, la question que je vais poser, avant la gratuité, la cartographie de ces écoles. Parce qu'on va vous demander à Kinshasa, vous avez construit autant. Permettez-moi de terminer les commentaires. Oui. Vous avez avant la gratuité 919 écoles, oui. Mais depuis que la gratuité a été décrétée, je vous assure, nous avons construit 781 écoles depuis que la gratuité a été décrétée. Mais il y a des projets en cours. Vous avez les programmes de développement de 145 territoires. Vous avez un autre projet en cours de construction de 200 écoles, un autre de 150. Et quand ça sera fait, ça sera chose faite, les chiffres vont changer. Les chiffres vont changer. Mais maintenant,
vous savez, toujours les sceptiques, on vous dit, bon, les écoles là sont où? C'est comme ça. Quelqu'un vous dit, on n'a pas construit. Quelqu'un affirme qu'on n'a pas construit, mais quand vous lui donnez les chiffres, c'est construit où? Alors, celui qui veut avoir les chiffres, la cartographie, la localisation de ces écoles, nous avons la direction des infrastructures scolaires à l'EPST. Il peut venir, nous avons déjà donné les instructions, il peut avoir la localisation et l'emplacement de toutes ces écoles. Nous allons le faire. D'ailleurs, la publication de ces tableaux, ce n'est pas une obligation légale ni constitutionnelle, nous l'avons fait pour justement faire circuler l'information et nous le ferons. Vous avez les effectifs des agents. Avant la gratuité, l'EPST dénombrait 410 254 agents. Quand je parle d'agents, je parle d'enseignants ici. Ah, mais aujourd'hui, je parle d'abord rien que les enseignants. Oui. Je ne suis pas encore dans les bureaux gestionnaires. Alors, on est passé de 410 000 à 676 454. Donc, depuis que la gratuité était décrétée, nous avons pris en charge 266 200 enseignants qui se sont ajoutés, dont un accroissement de 65%. 65%. 65%. Donc, tenez 266 200 enseignants pris en charge aujourd'hui. Nous sommes passés de 410 000 à 676 000. Nous disons bien tableau évolutif parce que pour nous, on ne peut pas dire qu'on est satisfait, on s'arrête là. Le travail évolue, il y a beaucoup à faire. Le travail évolue. Et au fur et à mesure que nous évoluons, nous donnons les informations. Et là, je vous répète que c'est 266 000 enseignants qui ont été pris en charge. Donc, on évolue. D'ici janvier, la mécanisation va se poursuivre. Alors, aujourd'hui, je vais peut-être, bon, je le dirai peut-être en bas. Vous avez l'enveloppe salariale qui était à 70 milliards. Aujourd'hui, on est passé de 70 milliards à 223 milliards de francs congolais. Alors, il y a une augmentation de plus de 163 milliards que le gouvernement a alloué à notre sous-secteur pour la prise en charge de 266 200 enseignants. On s'arrête des secondes. Oui. Vous avez doublé le traitement des enseignants. Vous êtes passé à 233%. 233%. Est-ce que la vie des enseignants a changé? Laissez-moi arriver vers les bas, mais dans tous les cas, c'est pas... Répondez à cette question. Bon, je vais répondre à la question. Les enseignants vont me dire, mais si moi hier on me payait $80, aujourd'hui on me paye 120 $. Laissez-moi évoluer, la réponse est vers les bas. Tout à l'heure, vous trouverez la réponse. Oui. Et d'ailleurs, on est arrivé. Oui. Lorsque vous prenez les salaires d'un enseignant à Kinshasa à Lubumbashi, je parle de l'enseignant des maternelles et du secondaire. Avant la gratuité, cet enseignant, pendant 18 ans et depuis, je ne sais pas moi, avant... Depuis Mobutu, remontez. Oui, bon, depuis Mobutu, comme vous voulez. Oui. L'enseignant touchait 168 728 francs congolais, un enseignant. Aujourd'hui, cet enseignant de Lubumbashi, maternelle et secondaire, touche aujourd'hui 411 577. Un enseignant qui touchait 168 000. En 2 ans, on est passé à 411 577. Je suis d'accord avec vous que c'est rien, mais il y a une évolution. Ah si, absolument. Il y a une évolution. Absolument, oui. Alors, entre les statistiques de 168 000 et 411 000, l'enseignant a senti qu'il y a une évolution. Même si ce n'est pas encore l'idéal, même si on n'a pas encore atteint les plafonds, l'objectif poursuivi selon les accords qui ont été conclus entre le gouvernement et les enseignants, mais nous sommes en train d'évoluer. Alors, vous n'allez pas fustiger ici l'évolution parce qu'on a fait un pas. Vous prenez les enseignants de Kinshasa et Lubumbashi, rien que les enseignants du primaire. Je parle bien des enseignants du primaire. Oui. Avant la gratuité, il avait 168 728, mais aujourd'hui, avec la gratuité, l'enseignant du primaire est passé à 461 577. Vous verrez qu'il y a une légère appréciation par rapport aux enseignants du maternel et du secondaire, parce que pour les enseignants du primaire, il y a la prime de la gratuité. Ah, il y a la prime aussi, là. Il y a une prime de la gratuité qui est exclusivement accordée aux enseignants du primaire. Ce qui fait que leur situation est en légère appréciation par rapport aux autres et c'est en pleine évolution.
Vous avez maintenant les enseignants des chefs-lieux, parce que justement ici, vous pouvez me poser la question de savoir, mais il y a disparité de salaire. Oui, non. c'est ce que j'allais dire. Mais oui, effectivement. Ils font le même travail. Ils font le même travail. Le même loyer. Moi, j'ai suivi quelqu'un de Matadi et de Boma qui n'ont pas le même salaire. Les salaires de base est les mêmes. Mais ce qui différencie, c'est les logements et les transports. Voilà pourquoi, quand vous prenez un enseignant de Kinshasa, un enseignant de Lubumbashi, le loyer à Kinshasa n'a pas les mêmes coûts qu'à Kinzamvouete, à Katanda par exemple. Oui, c'est différent. C'est différent. Oui. Voilà pourquoi quand on essaie de donner les transports et les logements, oui. Il y a une appréciation par rapport aux autres. Nous tenons. C'est pas arbitraire ça? Alors, non, ce n'est pas arbitraire, ce n'est pas une discrimination, c'est un traitement différencié. Et tout traitement différencié n'est pas une discrimination. Alors, c'est comme ça que pour corriger parce que c'était des revendications des enseignants, ceux qui sont dans les territoires vous disent, nous aussi on est en brousse, pourquoi vous pensez seulement ceux qui sont en ville? C'est en réponse à cela qu'il a été convenu avec les syndicalistes des enseignants en Mbouela, bon, pas même en Mbouela, déjà à Bibois, de payer à l'enseignant des territoires ce qu'on appelle la prime de brousse. Comme c'était de 50 000, et à ce jour, je crois qu'on a déjà payé cette prime-là de brousse. Je crois qu'on avait payé la moitié, et on a encore ajouté, et c'est juste pour répondre aussi à leurs exigences. Étant donné qu'on est aussi dans les territoires en brousse, donnez-nous aussi la prime de brousse, et ça a été fait. Vous avez maintenant les salaires des enseignants dans les territoires, les salaires dans les territoires. Les enseignants des maternelles et du secondaire sont passés de 155 000 à 263 000. Ceux des territoires, rien qu'au niveau primaire, sont passés de 155 000 à 313. Bien évidemment, vous allez me dire... Je vois une disparité là. 70% pour 100% d'augmentation. Oui, 100% d'augmentation, effectivement. Il y a une évolution, comme je l'ai dit, même si ce n'est pas encore l'idéal. On vous montre que la gratuité n'est pas venue tuer l'enseignant. Nous sommes en train d'évoluer. La gratuité est en train de faire évoluer les sous-secteurs. La gratuité est en train de relever notre système éducatif. Je l'ai dit toujours, que nous avons trouvé, que le président Félix a trouvé au 22e étage du sous-sol. Il est en train de les tirer. 22e Alors, étage. maintenant, on peut terminer avec les tableaux sur les frais de fonctionnement. Oui. Vous avez vu qu'il y a un tableau là, c'est là où les avec 4 rubriques, mais oui. C'est là où les bas blessent. Les écoles, bon, vous avez mis un chiffre de 45 000, mais est-ce que ça se vérifie? Aujourd'hui, vous êtes passé, par exemple, pour les écoles de prestige, de 45 000 à 2 450 000. En effet, c'est trop ça. Regardez dans les frais de fonctionnement. Oui. On a dit les écoles de 1 à 11 classes. 1 à 11 classes. Avant la gratuité, ils touchaient 45 000 francs. Maintenant, depuis que le président Félix Tshisekedi est arrivé et il a décrété la gratuité, on est passé de 45 000 francs congolais à 200 000 francs pour les écoles de cette catégorie. Parce qu'à l'EPST, les écoles sont catégorisées. Oui. Deuxième catégorie d'écoles, c'est de 12 à 18 classes. Sont passés de 45 000 francs. Les 45 000 francs, ils sont forfaitaires. Un forfait pour toutes les écoles. Quelle que soit leur catégorie, quelle que soit leur grandeur, quelle que soit leur qualité, c'est 45 000 francs. On est passé de 45 000 francs à 420 000 francs. Maintenant, la troisième catégorie d'écoles, c'est les écoles de 19 classes ou plus. Et on en a beaucoup comme ça. Voilà. Ils sont passés de 45 000 francs à 620 000 francs le mois. Je dis bien, c'est chaque mois. À la fin, vous avez les écoles de prestige. Les écoles de prestige existent dans le monde entier. Même dans les universités, il y a des universités de prestige, ça existe. Oui. Et depuis 2019, ces écoles sont passées de 45 000 francs à 2 450 000 francs congolais. Des fois, je me pose la question, quand les gens posent la question au président Félix, les bilans, mais ils veulent quel autre bilan? Monsieur le ministre, vous savez que si vous mettez en face de vous un opposant et vous lui balancez ces tableaux, il n'aura pas d'argument pour dire que Tshisekedi n'a rien fait. Il n'y a pas d'opposition sur la gratuité. Si vous trouvez un individu faire l'opposition sur la gratuité, en tout cas,
il est malvenu, il est nuisible à la population, parce que ça, c'est une mesure qui touche au social, qui bénéficie à toute la population, et c'est constitutionnel. On ne peut pas combattre ça parce que celui qui a décrété, c'est le président Félix Tshisekedi. Ça touche à la population. Et la population est sensible. Il y a des ménages aujourd'hui qui respirent. Alors, celui qui s'attaque à la gratuité ne s'attaque pas au président Félix, il s'attaque à toute la population. Je le dis, il n'est pas différent du Rwanda. Vous-même, vous avez dit ici qu'il y a les effets pervers de la gratuité. Augmentation des effectifs, la qualité de l'enseignement, parce que des écoles ou plutôt des classes, c'est trop important avec en termes d'élèves. Vous avez parlé par exemple d'une école de 12 à 18 classes, une classe à 120 élèves, la qualité d'enseignement n'est pas la même. Vous avez raison. Deuxièmement, monsieur le ministre, oui. Vous avez parlé des constructions des écoles qui prennent un temps. Mais en attendant que vos écoles là arrivent, ces enfants qui viennent, j'allais utiliser le terme publié, mais j'allais dire augmenter les effectifs dans les écoles. Vous pensez qu'avec les 200 000 francs que vous allez donner, ça va améliorer l'enseignement dans notre pays? Une chose qu'il faut souligner au rouge, la qualité de l'enseignement dans ces pays, au niveau maternel, primaire, secondaire et universitaire, même professionnel. D'abord primaire. Vous êtes primaire. Je réponds en termes d'abord des principes. Oui. La qualité de l'enseignement ou de notre système éducatif est au rabais. La qualité déjà posait problème depuis les années 80, au moment où l'État avait démissionné de ses missions. Je suis curieux de voir les gens parler de la qualité aujourd'hui parce qu'on a décrété la gratuité. C'est une affaire qui date. Et c'est aujourd'hui d'ailleurs qu'on est en train de faire tout pour élever la qualité. Pour montrer que la gratuité n'est pas venue tuer la qualité, parce que la qualité elle-même était détériorée avant la gratuité. Ça, il faut le souligner. La question du surpeuplement des classes, c'est pourquoi j'ai parlé des mesures d'encadrement, les mesures d'appui à la gratuité. C'est pour améliorer la qualité, pour éviter que la gratuité ne tue la qualité, parce que la qualité n'existait même plus. Aujourd'hui, vous avez, avec tout ce qu'on a comme mesure de lutte contre les antivaleurs, le secteur était devenu un secteur marchand, on est en train de relever la qualité. Le nombre d'écoles. Mais dans ces pays, il n'y avait plus de débat sur la construction des écoles. L'État a démissionné dans les années 80, c'est comme ça que les privés ont pris d'assaut les sous-secteurs. Quelqu'un peut se réveiller le matin, il transforme sa maison, 2 chambres et salon, ça devient une école. Et aujourd'hui, le secteur privé... Une école, ici à Kinshasa, à Kasavubu. Oui. Je suis descendu personnellement. J'ai constaté que dans une école, située au 3e niveau d'un immeuble inachevé, vraiment presque vétuste, oui, sans cours de récréation, vous l'avez fermé. Une école qui fonctionne avec 4 locaux, mais qui fait fonctionner la section maternelle, primaire et secondaire. Vous trouvez une école primaire, de la première année en 6e, fonctionner dans un même local. Vous prenez un autre local, vous trouvez tous les finalistes du secondaire, toutes sections confondues, dans un même local. Je suis descendu, j'ai fermé cette école. Et nous sommes dans la lutte contre les antivaleurs, et c'est pour élever justement la qualité de l'enseignement. Une question, parce que vous vous occupez également de l'enseignement technique. Est-ce que depuis que vous êtes là, vous avez développé les écoles de métiers? À part l'INPP, peut-être, qui était là, développé par Moïse Tchoukouya, des restes mémoire. Mais est-ce que vous, aujourd'hui, en enseignement technique, en plus de votre gratuité à l'école primaire, vous pouvez vous targuer que vous avez fait quelque chose? Il y a un projet de construction de 150 écoles techniques. C'est en cours. C'est un projet? Si je dis projet, ça veut dire qu'il est en pleine exécution. Ici, on parle de bilan, c'est-à-dire quand c'est déjà fait, le réaliser. Quand c'est déjà réalisé, vous le verrez apparaître sur les tableaux. Mais là où il y a des fondations, on ne veut pas vous amener d'abord là où il y a la fondation, c'est quand l'école est finie que vous allez voir. Moi, je suis sceptique. Quelles réalisations vous avez faites? Beaucoup de réalisations. Notamment. Déjà, les tableaux évolutifs lui-même,
affiche des réalisations. Mais au-delà de ces tableaux, parce que... ce sont les mesures d'appui. Oui, effectivement, les mesures d'appui, ce sont en même temps des actions qui ont été posées. Mais parce qu'elles sont chiffrées, nous les avons mis dans les tableaux pour des raisons de présentation des statistiques. Mais au-delà de tout, nous avons encore beaucoup d'autres réalisations. Vous avez le sous-secteur de l'enseignement primaire et secondaire fonctionne sur base d'une stratégie sectorielle qui a 3 axes, de l'accès, la qualité et la gouvernance. Et nous travaillons avec la mission qui m'a été confiée par les chefs de l'État de pérenniser, consolider la gratuité de l'enseignement et lutter contre toutes sortes d'antivaleurs parce que le secteur était devenu marchand. Beaucoup de choses ont été réalisées. Par exemple, les services qui s'occupent du contrôle de la paie des enseignants, beaucoup de choses ont été faites. Aujourd'hui, le CECOP a fiabilisé d'abord son système informatique par la mise en place des contraintes qui empêchent automatiquement l'insertion des informations non conformes. Parce qu'on a parlé des écoles fictives avant, des agents fictifs. Donc c'est un combat d'arrache-pied. Nous sommes en train de nous battre et ça a beaucoup évolué pour lutter contre les phénomènes écoles fictives, enseignants fictifs. D'ailleurs, grâce à ce travail fait, la Banque mondiale, les Congolais peuvent ne pas nous croire pour des raisons diverses. Mais il y a eu des scandales, un cabinet. CECOPé là-bas. Non, s'il vous plaît. Oui, mais vous parlez. Il y a avec de paye qu'on n'arrive pas à tracer, avec effectivement. les payeurs, les comptables publics qui disparaissent dans la nature avec la valise. Mais vous avez raison. C'était ça les tableaux. C'était ça les tableaux avant notre arrivée. Aujourd'hui, le système a été fiabilisé. Il y a beaucoup de contraintes qu'on a essayé d'insérer pour éviter qu'on insère des informations non conformes qui peuvent engendrer des écoles fictives, des agents fictifs. Je voulais vous donner une information que la Banque mondiale avait envoyé une mission d'audit, un cabinet d'audit international qui a audité les fichiers paye de CECOP. Et les résultats sont connus. La Banque mondiale, les experts ont attesté que le système du CECOP est aujourd'hui fiable, un taux de non-conformité inférieur à 3%. Et, conséquence... Ici en RDC. Ici en RDC. Et conséquence, la Banque mondiale a accordé au gouvernement de la République 185 millions d'euros parce que le système a été fiabilisé. 87 000 enseignants dont l'âge varie entre 65 et 105 ans n'étaient pas partis à la retraite. Et vous l'avez fait ça? Et nous, avec le peu de moyens, nous avions commencé à envoyer ces enseignants à la retraite jusqu'au jour où la SENSAP a été finalement mise en place et nous avons déchargé la question sur la SENSAP qui peut maintenant continuer. Mais nous, on avait déjà commencé. Il y a eu un bon nombre d'enseignants que nous avons commencé à mettre à la retraite. Alors, vous avez une des grandes réalisations aujourd'hui, c'est la signature de la nouvelle convention scolaire. Nous avons dans la gestion scolaire à l'EPST une gestion directe, c'est-à-dire des écoles publiques qui sont gérées directement par les autorités de l'État au niveau national, au niveau provincial et même sous-provincial. Mais nous avons aussi une gestion indirecte, celle des conventionnés, des écoles que les catholiques, les protestants confie aux confessions religieuses pour gérer. Mais la gestion des écoles par des confessions religieuses, les conventionnés, se faisait sur base d'une convention du 26 février 1977. Depuis Mobutu. C'est avec Félix Tshisekedi que récemment, nous venons de revisiter la convention scolaire. Avec beaucoup d'innovations, le temps ne nous permet pas. J'ai vu que vous avez ajouté même les églises de réveil. Oui, il faut souligner que en 77, les catholiques, les protestants, les kimbanguistes. En 77, il n'y avait que 4 confessions religieuses qui avaient signé la convention, mais elle n'était pas inclusive parce que toutes ces confessions religieuses se voyaient appliquer la convention alors qu'ils ne l'avaient pas signée. Aujourd'hui, toutes les confessions l'ont signée. À peu près 24 confessions religieuses ont signé la convention scolaire parce qu'elle était devenue obsolète. Nous l'avons essayé de la mettre à jour à la suite de beaucoup d'évolutions, beaucoup de réformes. La mutuelle de santé des enseignants, on n'en parle pas. Aujourd'hui, ça marche. Si un enseignant tombe malade, sa prise en charge médicale est assurée par la mutuelle de santé. Aujourd'hui, depuis notre arrivée, nous avons étendu la mutuelle de santé à Mbujimayi, à Kisangani. Nous l'avons fait également à Chikapa.
Et très prochainement, ça sera au Nord Kivu et dans d'autres provinces. Une autre action, c'est la signature du décret du fonds de promotion pour l'éducation et la formation. On appelle ça FPN. Oui. Aujourd'hui, ça porte quoi? Voilà, bonne question. Vous voyez la prise en charge des enseignants, les frais de fonctionnement, avec les nombres impressionnants du personnel enseignant, le budget de l'État n'est pas capable d'assurer toujours cela parce qu'il y a encore des écoles à construire, il y a encore des enseignants dont la mécanisation et la paye doivent être assurées. Il nous faut penser à la mobilisation des ressources extra-budgétaires. Et vous les faites comment ça? Mais c'est avec les FN. Les fonds de promotion est là. Mais qui avec des ressources. Les partenaires ou les cotisations? Non, ce sont les cotisations de certaines, on peut dire, entreprises ici étatiques que le Premier ministre a ciblé pour que ceux-ci versent des cotisations au fonds pour que les fonds viennent en appui à notre système éducatif. Aujourd'hui, à aujourd'hui, un chiffre. Non, le décret du Premier ministre a été signé. Nous sommes dans la phase d'opérationnalisation déjà. Les contacts doivent être formalisés, la signature des arrêtés interministériels pour que les fonds, toutes ces entreprises qui relèvent de certains ministères, il faut que ça commence à verser maintenant des fonds dans la marmite du fonds de promotion pour l'éducation et la formation pour que justement nous puissions, avec des ressources extra-budgétaires qui seront mobilisées, commencer à augmenter même les salaires des enseignants. Parce que là, on parle de mécanisation, mais les enseignants, le malheur de l'enseignant aujourd'hui, c'est dans les nombres. Monsieur Louis, vous avez parlé des antivaleurs. Vous êtes l'un de ceux qui avaient une guerre frontale avec les catholiques, notamment, qui reprochaient que vous étiez là pour casser les business, en quelque sorte. Est-ce que ça a changé, ça? Laissez-moi revenir sur deux choses, d'abord, avant de répondre. Oui. Et c'est très important. Sur l'instruction du chef de l'État, on a lancé la campagne « Pas une école sans banc ». Vous savez que pendant plus de 18 ans, il y a des écoles qui ont existé où les élèves étudiaient à même les sols. Aujourd'hui, quand je vois des fois que quelqu'un trouve une petite vidéo, il balance sur les réseaux, on m'envoie, non, Mboke Bungite, les enfants étudient à même les sols. Oui. Mais c'est une situation qui, quand vous regardez cette école-là, l'arrêté de création remonte dans les années 80. Donc ça n'a pas commencé. Non. Dans des grandes villes, il n'y a pas d'école sans banc. Nous avons lancé la campagne « Pas une école sans banc » pour d'abord mobiliser tous les chefs d'établissement qui reçoivent les frais de fonctionnement de mettre les bancs dans les salles de classe. Et la question des infrastructures scolaires, c'est une responsabilité des provinces. Une très grande réalisation, je voulais quand même en parler, sinon je m'en voudrais. Oui. On n'avait pas les fichiers d'identification de tous les élèves de la République démocratique du Congo, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. On n'avait pas le répertoire des écoles privées. Les publics, oui, avec les écoles, parce qu'ils sont payés, il faut les avoir. Nous avons aujourd'hui identifié et on est en train de déterminer l'identification de tous les élèves qui étudient en République démocratique du Congo, de la première année jusqu'en 6e des humanités. Il est identifié désormais, il sera suivi par un numéro d'identification qui va le suivre dès son entrée jusqu'à la sortie à l'EPST. Quand il part à l'université, c'est fini. Et tout parent qui suit peut juste mettre le nom de son fils, il peut déjà localiser même son école. Quand l'enfant change d'école, nous savons déjà le suivre dans le système. Quand un enfant a échoué, l'a redoublé dans une classe, on le saura dans notre application. Ça, c'est une innovation. C'est idéal pour un pays organisé, mais on a un pays qui n'est pas très informatisé, et puis on a des écoles qui n'ont pas souvent d'équipement. Comment vous allez faire pour suivre un enfant quand vous avez des écoles Mais c'est ça avec nous chez nous. Il n'y a même pas de courant. Quand on ne fait pas, on vous dit vous ne faites rien. Mais quand vous faites, on dit il n'y a pas de courant. Nous sommes dans un pays qui a des problèmes. Non, finalement, on ne fera rien. Nous sommes dans un pays, le président Félix Tshisekedi a hérité un pays où tous les indicateurs indiquaient rouge. Et tout est devenu prioritaire. Tout est prioritaire. Ça, c'est l'IDPS. Alors, voilà, vous avez l'identification. Aujourd'hui, je peux même terminer. On va nous donner également l'adresse. Aujourd'hui, avec nos finalistes des examens d'État, nous avons mis en ligne une application pour imprimer les attestations de réussite. Un enfant
qui obtient son diplôme d'État peut directement, tous les finalistes qui venaient d'obtenir leur diplôme, peuvent directement accéder au site et imprimer leurs attestations de réussite sans se déplacer. C'est sécurisé, ça? C'est sécurisé et même authentifié. Tony Mwaba, on va terminer cette émission par des perspectives, parce que vous êtes en période de campagne, déjà. Même si le CESAC vous interdit de faire la campagne, avec tout ce que vous êtes en train de dire, c'est comme si Félix Tshisekedi est venu dans sa gratuité l'enseignement révolutionner les choses. En réalité, est-ce que vous avez les moyens de votre politique, financièrement parlant, en recrutement des enseignants 2023, par exemple, et surtout avec ces écoles-là, les chantiers que vous avez engagés, est-ce que vous avez de l'argent pour terminer ces chantiers? Mais je viens de vous présenter un tableau. Et tout ceci a été réalisé dans des conditions difficiles, avec le peu de moyens. Mais c'est dans ces conditions difficiles que tout ceci est en train d'être réalisé. Ce n'est pas encore l'idéal, mais ça affiche la volonté d'un homme, la volonté d'aller de l'avant, la volonté de faire des choses. Et j'entends même des gens dire, mais le social, les bilans, mais quand vous payez un enseignant, c'est le social. Vous augmentez le fait de fonctionnement pour que les enfants étudient dans de bonnes conditions. C'est le social. Le social, ce n'est pas seulement manger. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour du social. Le bilan est là, il existe et il est positif. Peut-être le moment est venu, il y aura une bonne communication pour présenter tout ce que le président Félix a fait. Alors, c'est la fin de l'année, il fallait présenter les réalisations. Et en même temps, c'est le bilan du président Félix. Mais nous avons également des défis parce que nous n'allons pas nous frotter les mains comme si c'est fini. Nous sommes déjà j'ai des questions, moi. arrivés. Moi, je vais vous les poser. Il y a des défis. Oui. Par exemple, la situation des enseignants. Nous avons des accords de Bibois. L'addendum a été signé en Mbouela pour voir les degrés d'exécution des engagements que le gouvernement Ilunkamba avait pris avec les enseignants. Oui, avec Willy Bakonga. Oui, mais ces accords-là ont été signés, mais non exécutés. C'est depuis qu'on est arrivé que nous sommes en train de nous battre et nous sommes en train d'évoluer. Et d'ici février, déjà, les enseignants le savent, on va appeler tous les syndicalistes à Kinshasa pour faire encore une évaluation, pour voir comment nous avons marché, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui reste encore à faire. Et là, comme je l'ai dit, on n'est pas encore arrivé, on est en train d'évoluer. Vous avez un autre défi aujourd'hui, c'est la paye des enseignants. Les opérateurs des payes ne nous facilitent pas la tâche. C'est-à-dire? Le ministère de l'EPST ne paye pas. Il prépare tout simplement la paye. Et la paye est assurée par les ministères du budget et exécutée par les opérateurs de paye sous notamment les banques. Le contrôle du ministère des Finances et du comité de suivi des payes. Mais ceux qui choisissent les opérateurs de paye, ce n'est pas l'EPST. Alors aujourd'hui, on a un problème. On a bancarisé les salaires, même là où il n'y a pas de banque. Nous devons payer les enseignants aujourd'hui. Mais un enseignant qui est chez vous à Kabiakamon, il faut le payer par la banque. Mais s'il n'y a pas de banque, il y a des problèmes. Le gouvernement n'est pas en retard. Mais les opérateurs qui sont engagés pour aller payer dans ces coins-là, des fois des coins à accès difficile, il y a d'autres qui renoncent, il y a d'autres qui y vont avec beaucoup de retard, d'autres font des manœuvres, et la paye est assurée avec des retards, peut-être de 2 mois, de 3 mois, dans certains coins, à accès difficile. Et ça, c'est un défi qui s'impose à nous, gouvernement, mais l'opinion doit savoir que ce n'est pas l'EPST qui paye, parce que souvent, quand il y a un retard de paiement... Il y a des grèves chez vous. Parce qu'il y a grève chez nous, mais alors que ceux qui payent sont ailleurs. Mais, en termes de salaire et de frais de fonctionnement, le gouvernement n'est pas en retard. Nous avons un autre défi, c'est la mécanisation d'autres écoles. Parce que, comme c'est la gratuité, surtout au niveau primaire, il faut continuer à mécaniser les écoles, prendre en charge les enseignants pour que cette gratuité soit mais justement, viable. À ce niveau-là, monsieur le ministre, la prise en charge de NB également. Il y a un problème de critérium de mécanisation. Est-ce que vous allez mécaniser à outrance comme ça, dès que quelqu'un veut entrer dans le système? Ou bien vous avez quand même un critérium précis qui détermine que pour être mécanisé, il faut répondre à tel point. Sinon, ces vendeurs d'enseignement au rabais, ils seront toujours là. Non, vous avez totalement raison. Mais au niveau du ministère, nous avons des textes
qui encadre la question de la mécanisation, de la prise en charge des enseignants, de la mécanisation des écoles. Il y a des critères. Ce n'est pas n'importe quelle école. D'abord, les privés, il faut les exclure. Ce sont des écoles publiques et conventionnées. Mais il y a des critères, c'est-à-dire que les tests qui créent ces écoles, si une école est créée par un faux arrêté, ne peut pas être mécanisée. Quel est le taux de réussite aujourd'hui à l'examen d'État? Et on m'a dit qu'il y a des provinces qui ont complètement explosé en termes de réussite, notamment les Kasaï. Explication. Explosé, c'est-à-dire? C'est-à-dire, on a trouvé des jeunes gens à 80%, à 75%, enfin. Alors que la qualité a baissé depuis. À quoi est dû ça? Depuis un moment, nous sommes en train de lutter contre des antivaleurs dans notre sous-secteur. Lorsque on publiait les résultats des examens d'État, il suffit qu'un journaliste étende les micros à un finaliste. Oui, quand il ouvre la bouche, il crée un incident. Oui. Parce que c'est des choses qu'on entend. Alors, tout ça, c'est parce que dans les centres de passation des examens d'État, on organise la fraude. Avec la complicité des inspecteurs, avec la complicité des chefs d'établissement. Au lieu d'encourager les finalistes à se concentrer, à étudier pour aller affronter les épreuves, on passe le temps à demander à récolter $100 par-ci, par-là, pour leur promettre la réussite. Alors déjà, quand un finaliste croit dans les $100 qu'il a donnés, il sait qu'il y aura un couloir parce qu'il va réussir, il est découragé. Il est sûr, ça devient une obligation de résultat. Oh non, la réussite, ce n'est pas notre affaire. Nous formons. Alors, nous avons monté des mécanismes pour réduire et endiguer finalement la fraude dans les centres de passation. Mais les gens s'organisent. Mais nous sommes en train de nous battre, mettre en place des mécanismes pour lutter contre ça. Dans les centres de correction, la même chose. Les phénomènes 100%. Oui. Moi, je dis, mais ce n'est pas les écoles qui passent les épreuves. Ce sont les finalistes. Ce sont les finalistes, les candidats qui viennent passer. Chacun va réussir et on lui accordera une cotation qui correspond à son niveau. Il y avait des écoles 100%. Alors, ces phénomènes 100%, qui a dit qu'une école doit éternellement faire 100%? Non, et ça peut arriver. Hein. Dans une école, des écoles où il y a de bonnes formations, c'est tout à fait normal que cette école ne fasse que de bons résultats chaque année. Ça existe. Alors, vous avez une école comme celle que j'ai fermée à Kassavou-Boula, avec une seule salle de classe, toutes les options, et puis on vous dit que c'est 100%. Oui, non, impossible. Non, ce n'est pas possible. Dans quelles conditions il paye? L'émission est terminée. J'aimerais vous poser une question, on va dire, de confiance entre nous, parce que Tony Mwaba était un peu, à un moment donné, en ballottage. Vous savez qu'il y a 3 de vos collègues qui sont partis, là, du gouvernement. En effet. Et qu'il y aura bientôt les remaniements. En effet. Avec tout ce que vous venez de faire, là. Parce que les gens qui sont à la maison, ils se disent, oh, ben, mon sang, il est compétent, il a fait des choses, etc. Quel est le degré de confiance que vous avez avec Félix Tshisekedi aujourd'hui? Non, mais le degré de confiance, d'abord, il n'y a pas un instrument de mesure de la confiance. Non, vous le sentez quand même dans la manière de parler avec lui. Et dans les faits, il m'a placé à la tête de ces ministères. C'est le seul indicateur objectif qui montre qu'il a confiance en la personne qui pilote ces ministères. Mais avec ce que vous venez de présenter, oui, c'est plutôt rassurant. Mais oui. Qui doutait de son efficacité pour son programme phare, la gratuité. Et c'est au chef de l'État qui m'a mis là-bas de m'apprécier. Et dans son pouvoir discrétionnaire, lui-même est libre de faire de moi tout ce qu'il veut. Comme quoi, à l'IDPS, il y a aussi des cadres compétents, n'est-ce pas? Il y en a toujours. Non, et ils sont nombreux. Il y en a quelques-uns. Merci de la fidélité et surtout cette émission sera multidiffusée, tous les réseaux confondus. Réaction, je sais qu'il va y en avoir suffisamment. N'hésitez pas. À très bientôt. Bonne année, monsieur le ministre. Merci. Bonne année à tous nos téléspectateurs aussi. Merci. L'émission est terminée. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra
à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du